L'Afrique a de nouveaux défis à relever dans tous les domaines et aujourd'hui, donc, le souhait de tout Africain de manger à sa faim. Aujourd'hui, nous parlerons dans votre émission Avis de la diaspora, de la cherté de la vie, de l'emploi, de la pauvreté, de la solution rapide que proposent également les intellectuels de la diaspora. Nous parlerons également donc de la concertation nationale des acteurs politiques et de tout ce qui reste caché derrière également cette négociation au Togo. Et nous irons également pour parler également donc de la réduction exclusive des frais de douane aux Togolais. Et ceci, ce sera avec notre invité de marque qui nous fait l'agréable plaisir de recevoir d'accepter notre invitation et que nous recevons pour le plaisir de vous tous. Il est un habitué de cette maison et c'est un intellectuel résident du côté de la diaspora, leader d'opinion, Dr Albert Katé. Bonjour. Bonjour Maurice. Docteur Albert Katé, merci infiniment à tous d'être avec nous et merci de partager cette émission avec les uns les autres sur le www.afrowebtv.com où nous sommes suivis également sur notre page Facebook. Et cette émission sera disponible également sur YouTube. Vous pouvez nous appeler au cours de cette émission sur le 319 462 89 79 et par WhatsApp également. Et le constat aujourd'hui est réel, les prix des denrées alimentaires et des biens et services de première nécessité ainsi que des produits pharmaceutiques grimpent constamment et presque dans toutes les villes africaines. Docteur Katé, quelle est l'appréciation que vous, en tant qu'intellectuel, leader d'opinion, vous faites de cette situation? Merci d'abord pour l'occasion, surtout le choix pertinent de ces sujets qui tiennent à cœur à beaucoup de Togolais. Ce qui importe surtout dans cette assertion, c'est arriver à expliquer à la population pourquoi nous sommes dans cette situation et comment sortir de cette situation. La vie chère, la pauvreté, le chômage, l'emploi, on peut dire que tout va ensemble, tout va de pair. Nous sommes au Togo comme dans la sous-région et le monde entier dans un contexte de pandémie, ce qu'on ne sait pas encore si on peut dire post-pandémie, et ça inquiète. Et cette pandémie vient avec une crise économique. Et du fait que ça a paralysé presque toutes les activités. Cela explique que la vie chère à laquelle nous faisons a des antécédents qui ne sont pas aussi simples à contrôler. Il y a d'une part la pauvreté gangrénée dans la plupart des pays en voie de développement et comme les pays de l'Afrique, tout comme le Togo. Mais cette pandémie est venue aggraver la situation. La pandémie, cela veut dire que... Allez-y. Cela veut dire que les gens souffrent beaucoup plus qu'avant. Dans ce cas, pour un Togolais qui vit dans les conditions précaires de cette pandémie, il faut se demander qu'est-ce qui est fait pour alléger cette pandémie. Dans le cas spécifique du Togo, il y a beaucoup de choses que le gouvernement togolais a fait, ce qui, si nous voulons d'abord parler de ce qui est bien fait, le gouvernement togolais a pris ses dispositions pour une riposte rapide et une riposte mieux gérée que d'autres pays, et très bien gérée d'ailleurs, puisque à voir les résultats, le Togo s'en est sorti plus intact que beaucoup de pays de la sous-région. La contamination au Ghana, dans certains pays de métropole, était plus inquiétante
que ce qui s'est passé au Togo. Maintenant, dans un contexte, dans une concertation régionale, les pays de la sous-région, y compris le Togo, se sont rassurés que le mouvement des vivres doit continuer, qu'il est l'approvisionnement, afin que nous n'arrivions pas dans un contexte de famine. Un peu des conséquences que nous suivons actuellement en Afrique du Sud. Donc, nous avons été épargnés de ce contexte de l'Afrique du Sud. On s'en sort un peu. Notre pays est plus résilient. L'économie, sur le plan macro, a enregistré même une reprise au début du premier trimestre de l'année 2021. Et il y a espoir que cette reprise de l'économie doit faire fonctionner après toutes les activités afin que nous puissions sortir de cette pandémie. Mais ça, c'est le côté macro. Et nous pouvons aussi souligner dans ce côté macro, dans les efforts du gouvernement, la continuité des investissements, la continuité des travaux du gouvernement pour que tous les secteurs qui étaient en mouvement, que ce soit le transport, que ce soit, je veux parler des constructions des pistes rurales, tout cela continue pour stimuler l'économie et le développement. Mais le panier de la ménagère, c'est là la question. Est-ce que ces développements, ces efforts macroéconomiques qu'on essaie de voir, de constater que le pays ne s'engouffre pas dans cette pandémie, est-ce que cela se reflète dans le panier de la ménagère? Comment le citoyen lambda arrive à joindre les deux bouts et regarder que si je vois à la télé, on dit qu'il y a une croissance de 1%, 4% qui reprend, est-ce que moi, le citoyen lambda, est-ce que je vois que mes revenus augmentent? Est-ce que je survis mieux ou je m'en sors? Je mange 3-4 fois par jour. Donc, le gouvernement a ce rôle-là de faire un travail macro, mais dans l'espoir que cela va se refléter au niveau micro, c'est-à-dire au niveau des populations individuellement. Et c'est là où c'est dur, c'est là où c'est tout le monde. Aux États-Unis, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on remarque? On constate que le pouvoir d'achat des populations, ou même, parlons plutôt de l'augmentation des prix, de l'index des prix des consommateurs. C'est-à-dire que le prix que les citoyens payent maintenant pour acheter, l'essence, pour manger, les habits, ce que nous utilisons régulièrement, ces produits de base et tout ça. Donc, ces prix sont en train d'augmenter. Disons à raison même de 5%, 5,4%, ils ont dit. Et ce qui n'a jamais été le cas depuis 2008. Donc, ça veut dire que ce que nous vivons aujourd'hui est très grave. C'est-à-dire que cette augmentation des prix à la pompe comme ailleurs a été très élevée plus que 2008. Depuis 2008. Et ça, c'est les États-Unis. Donc, qu'en est-il des pays pauvres? Donc, les pays pauvres vont encore vivre ça d'une façon plus difficile. Pourquoi plus difficile? Parce que ici, au pays des Blancs, aux États-Unis, la Banque centrale, par exemple, est en train de mettre à zéro le taux de, je veux dire, les intérêts pour qu'il ait de l'argent pour circuler, pour stimuler l'économie. Et son deuxième rôle aussi, c'est de s'assurer que l'emploi augmente pour que les citoyens puissent générer des revenus et vivre et restimuler l'économie, relancer le pays. Ouais. Donc, or, nous, dans les pays pauvres, l'emploi ne peut pas augmenter à la vitesse que les pays développés ont. Il y a plus de 10 millions d'emplois qui sont là en attente où on cherche des employés pour cela, les hôtels, les restaurants, tout ça. Mais chez nous, est-ce qu'on peut avoir même temps une banque centrale qui est là en train de faire les taux à zéro pour que les populations puissent prêter?
et relancer l'économie. Non, ce n'est pas le cas dans les pays pauvres. Donc, les mesures qui sont appliquées ici, avec les moyens de bord, ce n'est pas la même chose que les pays africains ont. Donc, les conséquences seront encore plus graves que ce que les pays développés sont en train de vivre. Donc, il faut faire très attention à cette évaluation, cette assertion de la vie chère, parce que nous ne sommes même pas encore hors de cela. Il y a espoir ici, par exemple, aux États-Unis, que bientôt tout va reprendre et jusqu'à ce que la Banque fédérale la Banque centrale commence même par élever les taux d'intérêt et que tout sera un peu stable. Mais est-ce qu'en Afrique, nous avons cette en vue? Je ne pense pas. Donc, la population doit encore serrer la ceinture et ne pas baisser les bras. Maintenant, si nous comprenons la gravité de cette vie chère et nous comprenons que le gouvernement est conscient de continuer ses efforts pour au moins maintenir le mythe de survie que nous avons, pour que cela ne s'aggrave pas, ne s'engouffre pas comme ce qu'il y a en Afrique du Sud, mais doit continuer à ce que le fruit de leur travail se décante dans les populations, dans les ménages, pour que le citoyen aussi puisse sentir un allègement de cette crise. Cela nous interpelle tous les Togolais. Et si nous prenons en compte l'observation que les États-Unis sont en train de faire, que c'est depuis 2008 qu'ils ont vu une augmentation aussi élevée du prix à payer par les citoyens de l'index pour les produits vivriers, les produits habituels de consommation habituelle. Et nous comprenons qu'en Afrique, ce sera encore pire, parce que nous n'avons pas les mesures d'accompagnement que les pays développés ont. Donc cela nous interpelle tous une fois encore aussi, de prendre des dispositions extraordinaires, des dispositions qui n'ont jamais été prises, pour qu'ensemble, on puisse aider les populations à sortir de cette période de pandémie, de cette crise et de misère, oui. de cette crise économique combinée. Et vous voyez que en Zaïre, par exemple, et ils sont allés prendre des mesures qui n'ont jamais été prises pour travailler ensemble dans le pays, toutes les couches, pour relever ce grand pays du monde qui a toutes les ressources, mais aussi sous de la pauvreté. Donc, cela nous interpelle aussi au Togo de venir avec quelque chose d'extraordinaire. Et c'est à ça j'attends le Togolais qui veut débattre de ce qui est conscient de venir en aide au Togolais. Venir avec un extraordinaire. Et jusque-là, nous ne voyons pas ce que fait le gouvernement togolais pour pallier à cette situation de crise, puisque le citoyen lambda n'arrive pas à manger à sa faim. Mais le gouvernement togolais, comme la plupart des gouvernements, applique des mesures qui contribuent beaucoup à ce que la situation ne s'aggrave pas. Et il faut se rendre compte que avant même la pandémie, le Togo était dans un contexte social, de mandat social. Et cela a fait que nous avons été chanceux que plus de 54% du budget de l'État est consacré au social, un peu départagé entre le domaine de la santé, la protection sociale, l'éducation. Il y a au moins 10% des recettes budgétaires qui sont consacrées à la santé. Or, avant la pandémie, disons, cela fait 4% au total de... Le budget de la santé n'était rien. Et une évolution vers 10%, c'est beaucoup. Ce qui n'était pas le cas depuis des années. L'éducation, c'est pareil. L'éducation, je pense qu'ils ont alloué plus de 29% des recettes budgétaires de 2021 à l'éducation. Et l'agriculture, au moins 9%, 10%.
Donc, vous voyez que, et pour ne citer que cela, vous voyez que, mais au total, au moins 54% du budget travaille déjà dans ce contexte-là pour que l'accès la construction des routes, des infrastructures, le désenclavement des marchés pour que les populations aient accès, les populations de l'intérieur aussi, qui sont la plupart du temps des populations rurales, agricoles, aient accès à d'autres débouchés et que le développement accède à cette partie intérieure du pays. Et ce sont ces gros travaux-là et que le chef de l'État doit toujours veiller à ce que on ne baisse pas les bras en ces choses-là. L'éducation, il y a beaucoup d'enseignants qui doivent être engagés, beaucoup de classes qui doivent être construites. Dans le temps, sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'on faisait circuler des images des classes qui étaient vraiment regrettables. Mais bon, à la suite de ce projet social, il y a, avec les 29% du budget alloué à l'éducation, il y a plusieurs classes scolaires qui sont en construction pour beaucoup de préfectures. Et les cantines scolaires, l'accès à la santé, on parle de l'assurance pour presque tout le monde, la gratuité aussi des soins et la prise en charge des femmes enceintes. Maintenant, à cela s'ajoutent les décisions économiques, les décisions économiques où le gouvernement doit continuer par revoir les taxations. Il y a la TVA qui a été réduite, mais nous demandons beaucoup plus. Nous demandons beaucoup plus pour que cela descende dans le panier de la ménagère. Il y a, parlant du côté financier, il y a le marché financier. Il faut voir. Au Togo, nous avons beaucoup de sociétés. Je disais que les États-Unis, pour pallier à ces effets de la pandémie, à cette misère, à la vie chère, les États-Unis, leur banque centrale, par exemple, est en train de travailler, de faire augmenter l'emploi au même moment que de prendre les décisions de taxation et de taux de change et tout cela. Donc, dans cette stratégie, le Togo, si nous prenons le côté financier, il y a beaucoup au Togo qui ne sont pas des entreprises qui engagent beaucoup de gens, mais c'est peut-être des grosses firmes, mais qui n'engagent pas autant de gens. Donc, le côté de l'emploi doit être boosté. Et cette conscience-là de l'augmentation de l'emploi, ce n'est pas ce coup, puisque aujourd'hui, c'est ce que la Banque centrale est en train d'utiliser pour pouvoir aider la population à générer les revenus et traverser cette pause. Donc, nous sommes très conscients. Nous devons remonter maintenant notre morale et nos stratégies sur l'augmentation et la création d'emplois à un niveau que ça n'a jamais été. De la même façon, nous avions élevé le côté social, nous devons aussi commencer par encore booster notre conscience sur la création d'emplois. Donc, mais il faut comprendre le schéma togolais sur ce plan. Notre pays a une histoire et nous avons fait et nous entretenons une misère collective. Nous avons créé une misère depuis la crise économique qui a secoué le monde entier vers les années 80, ce qui a généré en fait de gros. Après, il y a eu des variations du franc CFA, vous rappelez tout cela. Et on a instauré la démocratie pour la bonne gouvernance, pour pouvoir aider les pays pauvres à ne plus tomber dans des crises économiques et tout cela. Donc, c'est de là, ça c'est venu. Mais lorsque nous, au Togo, nous avions saisi cette occasion, puisque c'est la même chose qui a forcé le président Kérékou à faire venir tous les intellectuels pour réfléchir, dont Nicéphore Soko qui était à FMI, à la Banque mondiale, tous ces gens étaient rentrés pour réfléchir sur leur savoir, des chiffres et des nombres et de l'économie pour sortir le pays de la crise. Donc, nous, au Togo, depuis ce temps-là, nous avions échoué en 90 de relever le pays comme il fallait. Nous avions fait le contraire. Nous avions même fait fermer encore la coopération, enliser la crise, parce que notre objectif était simplement politique. L'économie ne nous regardait pas. Nous avions même transformé
la misère en stratégie politique pour conquérir le pouvoir ou pour insuffler l'insurrection. Et la misère qui devait être combattue collectivement est devenue quelque chose qu'il fallait entretenir pour d'autres fins. Et on ne s'en est jamais sorti. Cela même a fait modifier tout ce que nous avions prévu politiquement pour relever le pays. Parce que pour relever le pays, il y avait une condition. Il y avait des conditions financières, il y avait des conditions politiques. Donc l'une des conditions politiques, c'est qu'il faut une cohabitation de toutes les forces politiques du pays, y compris la société civile, la diaspora, pour créer un climat d'apaisement. Et ce climat d'apaisement était une mesure pour les investisseurs pour venir dans les pays sous-développés pour investir. Donc personne n'allait investir, personne n'allait créer des entreprises pour créer cet emploi-là, là où il n'y avait pas ce climat politique apaisé. Donc nous, au Togo, depuis 1990, nous sommes restés dans la crise politique jusqu'à maintenant. Et nous avons même trouvé un moyen pour institutionnaliser, c'est-à-dire enniser la misère pour des fins politiques. Et ça, on doit retourner cela. Donc, si vous prenez les bourses des valeurs, vous prenez les entreprises togolaises, après de 90 jusqu'à 2020, vous verrez que la plupart des entreprises togolaises sont mortes. Mais c'est les étrangers qui arrivent à trouver quelques capitaux de l'extérieur qui viennent maintenant acheter ce que nous avons et essaient de faire survivre nos petites entreprises, nos quelques firmes, nos industries. La plupart vous prenez la bourse, vous verrez que quand on parle de la bourse des valeurs, c'est puisque c'est là où on fait des levées de fonds pour que les entreprises aient les fonds dont elles ont besoin pour se relever et puis s'étendre, s'agrandir, se multiplier, engager des employés. Et voilà la bourse, notre bourse régionale, qui est en Côte d'Ivoire. La plupart du temps, c'est les Ivoiriens qui font fonctionner cette bourse presque dans toute la sous-région. Le Togo n'a que 3 grandes entreprises qui sont cotées à la bourse, publiquement, qui sont Ecobank, Bank, et puis encore deux banques, il y aura banque, et puis il y a une troisième institution. Voilà, ils sont là. Et c'est toujours les gens de Casablanca, les Marocains, les étrangers, Aura Bank, voilà, ils sont là-bas. Donc, mais si vous prenez les grandes entreprises togolaises, vous ne les verrez pas. Vous ne pouvez pas lever des fonds là-bas. Mais quand on parle maintenant, vous entendez parfois on parle de levée de fonds par la BOAD, les titres de l'UMOA, ça aussi, ça existe. Mais à ces points-là, ça on parle souvent de partenariats public-privé, tout ça. Ben, c'est comme si le Togo émet des titres publics, des obligations, et les gens vont acheter ces titres-là, qui auront leur maturité plus tard, et le Togo collecte des fonds publics pour ses travaux publics. Mais ça ne descend pas directement dans le panier de la ménagère, mais ça fait une répartition indirecte des richesses, c'est-à-dire que on peut collecter, le Togo peut demander pour son budget peut-être 50 milliards pour construire des routes de Lomé à Dapaon. Oui, mais là, maintenant, de Lomé à Dapaon, cette route-là va faire que des villes là-bas, des entreprises peuvent aller là-bas, et ceux qui sont dans les villes autour peuvent faire des petits commerces ou ceux qui voyagent sur ces routes-là vont descendre, prendre des choses, et voilà, et puis ça continue. Mais ça ne garantit pas directement que dans les familles, dans les ménages, ça va créer beaucoup de revenus. Bon, s'il y a de l'emploi, des emplois temporaires, parfois on construit des routes, les gens travaillent pour les Chinois, et puis la route finit, ils retournent au chômage. Ouais. Donc, oui. Mais il faut que ces gens retombent dans l'emploi pour pouvoir survivre. Or, lorsque ces fonds sont levés à ce niveau-là pour aider les entreprises togolaises, il
faut même que sous la BOAD, l'UMOA, tout ça, pour ces gros travaux qui rentrent dans les projets macroéconomiques du gouvernement, dans les gros projets, il faut que ces Togolais mettent cet argent-là dans les petites entreprises. Donc, le Togo, sous l'impulsion du président Faure, pour la première fois, comparé à d'autres pays de la sous-région, a autorisé que, en dehors des grandes entreprises qui peuvent seulement aller lever des fonds au niveau de la bourse pour se lever et créer de l'emploi, que des moyennes entreprises aussi aient l'autorisation de venir lever des fonds. Donc, c'est une innovation, c'est une première que le Togo a fait. C'est une première que le pouvoir a fait, je ne vous coupe pas, mais il faut dire qu'à chaque période de campagne pour les élections électorales, même pour les présidentielles, on constate que les opposants comme les gouvernants, les partis au pouvoir, mettent dans leur programme la création d'emplois. Aujourd'hui, le Togo vit sous le seuil de la pauvreté. Est-ce que, qu'en dites-vous par rapport au lien intrinsèque qui lie au fait la pauvreté, les programmes qu'ils nous donnent au cours de leur campagne et puis la réalité sur le terrain, on ne voit aucune opposition se manifester par rapport à la vie chère, on ne voit aucun gouvernement aussi faire des actions concrètes pour que le citoyen lambda puisse se sentir et puisse manger à sa faim. C'est ça la vraie question aujourd'hui. Oui, très bonne question. C'est là où nous... C'est pour ça que je disais que nous entretenons cette pauvreté depuis 90 et c'est devenu une stratégie politique. Quand tu parles d'opposition et pouvoir, l'opposition va accuser le pouvoir qui l'entretient la pauvreté et pour pouvoir solliciter le vote des gens qui vont peut-être s'abaisser pour trouver des petits emplois que contrôlent ceux qui sont au pouvoir, n'est-ce pas, qui sont les décideurs. Bon, l'opposition dit ça, bien sûr. Maintenant, elle-même aussi, elle fait quoi? Comme tu viens de le dire, les projets de campagne sur l'emploi, mais est-ce qu'elle travaille ou elle est dans les institutions qui créent l'emploi, ou elle s'intéresse à ces institutions? Non, l'opposition togolaise, depuis 90, boycotte l'action du gouvernement, boycotte le pouvoir, c'est-à-dire l'exécutif. C'est ça la particularité du Togo. Donc, c'est pour ça que depuis 90, notre opposition est inactive dans la création d'emplois pour sa population, mais peut faire des discours pour cela. Bon, on a entendu des gens dire après que, oh, ouais, j'ai promis des écoles, j'ai promis ceci, pour moi, d'accord, vous avez voté pour moi, mais je ne suis pas au gouvernement, allez demander à ceux qui sont au gouvernement, ça écoute mon plan. Après avoir eu le vote. Mais, on dit, mais ça, c'est pas sérieux, c'est de la clienderie politique. Mais c'est autorisé, puisque c'est comme ça, notre constitution permet à ce que, voilà, bon, des gens puissent faire des discours, voilà, mais ne pas le faire, ne pas faire le travail. Mais ça, c'est la politique. C'est la politique, mais si nous tenons, si l'opposition ou le pouvoir, les deux tiennent vraiment à l'emploi, le peuple peut observer l'effort de chaque côté dans ce sens. Si les deux tiennent aussi à l'emploi, il faut que les deux arrivent à se conformer au desiderata du marché de l'emploi. C'est-à-dire que pour l'emploi augmente, les autochtones doivent en créer, les Togolais eux-mêmes, et les investisseurs de l'étranger aussi vont saisir qu'il y a pour aussi en créer. Bon, s'agissant des investisseurs, commençons par là. Eux, ils exigent un climat politique apaisé. Et cela veut dire que les gens ne se tiraillent pas, les gens travaillent ensemble. Donc cela demande qu'il faut mettre fin au boycott du gouvernement, à l'isolement de l'exécutif. Mais c'est là où l'opposition doit transcender les clivages pour s'associer, pour rentrer dans la cohabitation gouvernementale, pour que cela évolue, qu'on ait de l'emploi. Parce que l'investisseur a besoin de ça.
Mais si l'opposition dit que non, seulement ne dit pas non. Hein. Au jour d'aujourd'hui, le Togo est engouffré parce que le statut d'opposition du Togo fait de l'opposition qui n'est pas au gouvernement. Donc, la population n'aura pas ça. Ce que les investisseurs veulent, que les Togolais travaillent ensemble pour évoluer, l'opposition n'est pas dans ce contexte-là. Parce que son statut, pour l'exécuter, l'opposition est en train de se conforter en étant en dehors du gouvernement. Donc, il n'y a rien à servir aux investisseurs qui sont par cette cohabitation. Donc, le gouvernement qui est là peut se demander pour faire le peu de création d'emplois qu'il puisse faire. Et lorsque ce gouvernement va faire le peu de création d'emplois qu'il puisse faire, qu'il puisse créer, ben, il va servir qui? Il va servir les militants de l'opposition ou bien les descendants des opposants. N'est-ce pas les conséquences de la malgouvernance qui ont des effets sur le peuple? Et effectivement, c'est là où les gens parlent de discrimination, de népotisme, de favoritisme, tout cela parce que nous ne travaillons pas ensemble pour créer l'emploi et la richesse. Donc le partage ensemble équitable est difficile à honorer et c'est tout à fait normal. Donc nous créons et nous entretenons la pauvreté. Nous le faisons nous-mêmes par le choix politique que nous avions fait et les difficultés que nous avons à transcender nos clivages pour pouvoir se conformer aux donnes normales. C'est ça. Donc, conséquence, nous créons de la misère au peuple. Ça, c'est vrai. Mais encore plus loin dans mon analyse, quand je parle, la première partie, je viens de parler de ce qu'il faut faire pour satisfaire les investisseurs. Maintenant, j'avais dit que les locaux aussi doivent créer de l'emploi. Donc, si tu prends encore le côté politique, l'animosité que nous avons créée, l'isolement que nous avons, pouvoir opposition, animosité, certains même disent que nous sommes des ennemis. Et tout cela. Et avec plusieurs crises politiques que nous voulons atteindre, eh bien, il arrive que, par conséquent, les locaux qui peuvent aussi investir ne le font pas au Togo, ils le font à l'extérieur, dans d'autres pays. Donc c'est pour ça, il faut que le Togo arrive à régler ces deux cas-là, aller vers une réconciliation profonde pour que les locaux puissent aussi avoir confiance, les investisseurs étrangers puissent aussi avoir confiance et créer plus d'emplois. Ces locaux-là, même si ce que d'autres pays ont fait, après plusieurs années de difficultés politiques, le Ghana par exemple, et plusieurs pays, même la Guinée-Conakry, beaucoup ont fait ça. Pour éteindre les problèmes politiques, il faut aller vers une amnistie. Et cette amnistie demande même qu'on pardonne aux gens. Même des corrompus, des gens, des corrupteurs, des gens même qui ont amassé des richesses illicitement, sont pardonnés parfois. Pour que, au moins, à condition qu'ils investissent cet argent dans le pays. Mais ils ne seront pas arrêtés et on tourne la page, on remonte, on recommence une autre page. Et cette réconciliation profonde, ça va stimuler aussi l'économie, ça va créer de l'emploi aussi. Mais sans cela, tous ceux qui ont amassé des milliards aussi, dans la plupart de ces pays, vont l'utiliser ailleurs. Même le Togolais qui n'a pas amassé des milliards illicitement, sait que s'il met son argent sur place, c'est difficile de faire des recettes, de profit, et c'est plus facile ailleurs où c'est plus stable. Donc nous, si nous aimons notre pays, nous devons lui offrir cette paix sociale, cette stabilité, faire ce sursaut patriotique pour cette grande réconciliation et en faire un pays qui a un climat approprié à la création d'emplois. Et la population va récolter les fruits de cet effort politique. Donc c'est lié. Et cette misère est liée à la politique. Et sa fin ne peut être prédite si nous continuons d'entretenir nos postures actuelles comme telles. Il y aura seulement une continuité. On en vient à un bon point. Il y a la période post-Covid
il y a des gens qui étaient dans la pauvreté. Il y a des gens qui font bien, qui ont quelques emplois, quelques affaires. Ils ont vu les affaires descendre un peu. Maintenant, la COVID a mis tout le monde à genoux. Et le gouvernement continue ses efforts pour que cela n'aille pas plus loin comme en Afrique du Sud et ailleurs, qu'on ne tombe pas dans une conjoncture précoce et précaire et puis une famine. Mais si on tient, on arrête ça à ce niveau et on fait un recouvrement, on sort de la récession, on s'en sort bien avec la croissance qui continue, avec les efforts du gouvernement pour maintenir économiquement la stabilité et le développement, et nous en sortons un peu de cette crise. Ben, ça ne veut pas dire que ceux qui étaient dans la pauvreté, ceux qui n'avaient pas d'emploi vont nécessairement trouver de l'emploi ou bien ne seront plus pauvres. Donc les gens ne se trompent pas. Donc ce que vous avez refusé de faire hier nous attend encore demain. Donc, ça nous attend encore demain. Et vous avez parlé également de réconciliation. Les autres en font, comme l'exemple de la Côte d'Ivoire. On en parlera dans un instant à l'autre, après juste la pause. Et surtout dans cette série où nous parlerons également des négociations, de la dernière négociation dont parle tout le monde, la concertation nationale des acteurs politiques au Togo. Ce qui reste caché, restez toujours scotché. On revient juste derrière, après la pause de 30 secondes. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur Afro Web TV.